Merci Madame Delalande. Je laisse la parole maintenant à Monsieur Coquelet. Merci Monsieur le Président. J'avais pas, en venant ce matin, l'intention d'intervenir sur cette question, bien qu'effectivement je représente une part de la population la plus directement concernée. Maintenant, comme on évoque le sujet, je préférais réserver mon intervention au moment où il faudrait revenir sur la confirmation de la décision que vous avez présentée en juin 2016. Pardon ? Oui, je ne suis pas venu faire une leçon de vocabulaire pour le moment. Hein ? Non, mais j'entends qu'on relève les fautes d'orthographe dans les tweets. Enfin, mettons-nous au niveau de la question. Hein ? Oui, mais je pense que je ne fais pas partie des gens qui font des fautes d'orthographe dans les tweets et qui, au demeurant, manquent de respect. Hein ? Donc on s'adresse à eux, c'est un réseau social, ça permet de communiquer, il ne faut pas hésiter à s'en servir. Moi, je voudrais revenir... Laissez parler Monsieur Coquelet. Sur la question telle qu'elle a été évoquée en juin 2016, je l'ai déjà dit, je pense qu'avant tout, il s'agit d'une décision politique. Et la difficulté, je peux poursuivre mon propos ? Pas n'importe quoi, c'est un scandale de dire ça. Eh bien, vous m'expliquerez pourquoi après. Démontrez-le que c'est politique. Démontrez-le maintenant. Allez-y, montrez-le. Pourquoi ? Allez. Allez-y, monsieur Coquelet. C'est quand même étonnant qu'on s'adresse à des populations qui connaissent un maximum de difficultés. Et en quoi ça fait Hein ? faire politique que de fermer un collège ? Eh bien, tout simplement, on peut poser l'hypothèse. Démontrez-le. On peut poser l'hypothèse, vous permettez que je réponde comme je l'entends. Je pose l'hypothèse qu'il est plus facile de fermer un collège sur un territoire où politiquement, électoralement, on n'a rien à perdre, que sur un territoire où la situation serait plus tendue. Mais peut-être. Évreux, je pense que ce qui se passe sur... La situation est différente dans la mesure où il y a une municipalité qui partage vos valeurs, vos points de vue, et pour laquelle je ne suis pas sûr... S'il vous plaît. Je ne suis pas sûr que la population concernée ait une influence déterminante sur le sort du vote. C'est mon propos. Hein. Je l'assume. J'ai bien dit qu'il s'agissait d'une hypothèse. Donc, partant de là... S'il vous plaît. Partant de là, ça pose un problème de méthode. Et je l'ai déjà dit. La décision est prise. On n'a pas pris les choses dans l'ordre où il fallait, c'est-à-dire on analyse l'ensemble de la situation, on en dégage des enjeux, des problématiques, et on voit comment on les aborde. Je n'ai pas changé de propos là-dessus, me semble-t-il, depuis bientôt 2 ans. Là où ça devient plus difficile, c'est quand la décision est posée, il est plus délicat de la justifier après. Et je pense que c'est de ce fait qu'on rencontre des difficultés aujourd'hui, et je pense que les réunions que j'ai partagées avec Benoît dans les collèges où je siège au conseil d'administration l'ont largement démontré. Moi, je vois 3 caractéristiques dans ce qui s'est passé ces derniers jours, disons dans les 10 jours écoulés. La première, c'est une méconnaissance, je parle essentiellement bien entendu pour le secteur que je connais le mieux. C'est une méconnaissance totale du territoire dont il s'agit, dans sa réalité actuelle et dans sa réalité future à très court terme. Je vais essayer de m'appuyer sur des éléments objectifs auxquels, à certains égards, vous participez. 2 choses sont en cours, 2 dispositifs importants sont en cours qui intéressent la commune de Val-de-Reuil. Le premier, c'est celui qui concerne le PNRU 2. Celui-ci, bien entendu, est en cours d'élaboration, ce qui a engagé un certain nombre de cabinets d'experts qui travaillent sur la maquette initiale qui avait été déposée. À cet égard, il y a dans cette prévision la refonte complète d'une des écoles de Val-de-Reuil. Un cabinet référencé auprès du ministère de l'Éducation nationale a rendu ses conclusions sur l'étude concernant la requalification de l'école des Cerfs-Volants.
Je laisse les aspects particuliers à cette question de côté, ils ne nous intéressent pas tout de suite. Ils nous ont mis en garde quand ils ont eu fini de nous présenter leurs conclusions, en nous disant, voilà ce qui concerne l'école des cerfs-volants. Mais on préfère vous le dire tout de suite, vous allez devoir, en moins de 5 ans, créer une école supplémentaire. Hein, c'est-à-dire rajouter une 8e école primaire à celle qui existe déjà. Moi, je trouve quand même paradoxal d'entendre d'un côté, de la part de gens, certes, qu'on paye, mais pas pour dire n'importe quoi, qu'il faut qu'on le soucie de faire leur travail honnêtement, qu'il nous faudra faire une école de plus et en même temps fermer un collège. Ça pose un problème en aval de la création d'une nouvelle école. Hein, c'est un élément concret. Le second est celui que beaucoup d'entre vous connaissent. Quand on met en œuvre un plan local d'urbanisme, au niveau notamment des intercommunalités, c'est le cas pour la case, un gros travail s'engage dans la durée. Daniel opine du chef pour en témoigner, et chacun des élus locaux s'y prête bien volontiers et avec la plus grande application. La semaine dernière, à la demande du président, les représentants de chacune des communes étaient reçus par des techniciens dont on ne peut pas mettre en cause la compétence et la loyauté pour faire un inventaire très exact des logements qui seraient réalisés d'ici à l'échéance 2026, dans la mesure où cette échéance est un des termes du PLUIH. En distinguant une première époque s'arrêtant en 2020, première question, inventaire des réalisations des dossiers partis qui seront effectivement réalisés en 2020. Décompte sur le territoire de la commune de Val-de-Reuil, décompte des techniciens, 900, décompte de Jean-Jacques Coquelet, qui a mis de côté les ambitions, les projets qui lui paraissaient un peu ambitieux dans les délais, 660. Deuxième question, et de 2020 à 2026, 600, pour autant qu'on sache aujourd'hui, à 9 ans de l'échéance, soit 1200 et quelques logements d'ici là. Je suis désolé, ces gens-là vont avoir des enfants, on est sur un taux d'occupation de 2,7. Ça n'est pas moi qui l'ai inventé. Quand il est question de méconnaissance, je trouve dommage qu'on ne se soit pas appuyé sur ces réalités. Même considération sur la durée des transports en autocar pour aller de Val-de-Reuil à l'extrémité sud de Louviers. On nous a dit qu'il fallait 10 minutes. Dans l'ensemble des réunions qui se sont tenues, il y a quand même eu des dizaines de gens qui ont une expérience du territoire et qui sont tombés des nues quand on leur a annoncé cette durée de transport. Je pense que c'est facile de le vérifier, donc moi, oui, je mets en cause une méconnaissance réelle du territoire et de la population dont il s'agit. La deuxième caractéristique, c'est peut-être un peu brutal, je n'en ai pas trop l'habitude, je crois, mais je pense aussi qu'elle tient du mépris pour une certaine population. Parce qu'il y a des gens qui ont fait le choix d'habiter en ville. Écoutez, vous me le direz après. Des gens ont fait le choix d'habiter en ville sur la base d'un certain nombre de critères. On rebat les cartes et on leur dit maintenant vous allez vivre autrement. Ça emporte quand même des conséquences importantes dans la vie quotidienne des familles. Quand les enfants vont rentrer chez eux après un voyage en car qui pourra difficilement durer moins de 40 minutes, il faut qu'ils m'expliquent. Moi, je connais des responsables associatifs, notamment dans le milieu sportif, qui s'inquiètent de savoir comment ils vont pouvoir organiser leurs activités en prenant en compte ce décalage horaire. Ça va emmener à des horaires trop tardifs. De la même manière, ces gens vont se trouver devoir faire face à des dépenses qui, pour le moment, leur étaient épargnées. Concernant la cantine, bien évidemment, et concernant leur participation au transport en autocar. Sincèrement, c'est nier la réalité économique de toute une part de la population concernée, dont les moyens sont extrêmement limités, et pour lesquels, à la fin de l'année, une somme qui, à certains d'entre nous et à la plupart d'entre nous, peut paraître dérisoire, est appréciée tout à fait différemment chez eux.
Le troisième point, c'est celui d'une forme d'injustice. Moi, je ne vois pas pourquoi des gens, alors qu'on se pose des questions aujourd'hui pour savoir quelles sont les meilleures dispositions à évoquer en termes de développement, s'agit-il d'aller plutôt vers une densification de l'habitat? Des gens ont choisi ou ont dû habiter en ville, hein, donc dans une certaine proximité d'un certain nombre de services, et on change tout. Et on nous dit, mais c'est pas grave, en milieu, à la périphérie, ou en milieu urbain, ou périurbain, appelons ça comme on voudra, tout le monde va en quart. Mais c'est pas une raison, parce qu'une certaine proportion d'habitants ont à faire face à une contrainte particulière, qu'il est plus juste d'imposer la même contrainte à tout le monde. Voilà simplement quelques éléments qui, moi, me font douter du bien fondé d'une décision de ce type. Je pense qu'à terme, ça va représenter une responsabilité quant à la réussite des élèves concernés dans leur parcours scolaire, et que cette responsabilité vous incombera.